Le paysan restait debout en face du médecin, devant le lit de la mourante. La vieille, calme, résignée, lucide, regardait les deux hommes et les écoutait causer. Elle allait mourir, elle ne se révoltait pas, son temps était fini, elle avait 92 ans. Par la fenêtre et la porte ouverte, le soleil de juillet entrait à flots, jetait sa flamme chaude sur le sol de terre brune, onduleux et battu par les sabots de 4 générations de rustres. Les odeurs des champs venaient aussi, poussées par la brise cuisante, odeur des herbes, des blés, des feuilles, brûlées sous la chaleur de midi. Les sauterelles s'égosillaient, emplissaient la campagne d'un crépitement clair, pareil au bruit des criquets de bois qu'on vend aux enfants dans les foires. Le médecin, élevant la voix, disait : « Honoré, vous ne pouvez pas laisser votre mère toute seule dans cet état-là. Elle passera d'un moment à l'autre. » Et le paysan, désolé, répétait : « Faut pourtant que je rentre mon blé, là trop longtemps qu'il est à terre. Le temps est bon, justement. Qu'est-ce que t'en dis, ma mère ? » Et la vieille mourante, tenaillée encore par l'avarice normande, faisait, oui, de l'œil et du front, engageait son fils à rentrer son blé et à la laisser mourir toute seule. Mais le médecin se fâcha, tapant du pied. « Vous n'êtes qu'une brute, entendez-vous, et je ne vous permettrai pas de faire ça, entendez-vous. Et, si vous êtes forcé de rentrer votre blé aujourd'hui même, allez chercher la rapet, parbleu. Et faites-lui garder votre mère. Je le veux, entendez-vous. Et si vous ne m'obéissez pas, je vous laisserai crever comme un chien, quand vous serez malade à votre tour, entendez-vous » Le paysan, un grand maigre, au geste lent, torturé par l'indécision, par la peur du médecin et par l'amour féroce de l'épargne, hésitait, calculait, balbutiait. Combien que accent aigu prend, la rapet, pour une garde ? Le médecin criait. Est-ce que je sais, moi ? Ça dépend du temps que vous lui demanderez. Arrangez-vous avec elle, morbleu. Mais je veux qu'elle soit ici dans 1 heure, entendez-vous ? L'homme se décida. J'y vas, vous fâchez point, monsieur le médecin. Et le docteur s'en alla, en appelant. Vous savez, prenez garde, car je ne badine pas quand je me fâche, moi. Dès qu'il fut seul, le paysan se tourna vers sa mère, et, d'une voix résignée. Je vas quérir la rapet, puisqu'il veut, c'té homme. T'éluge point tant que je revienne. Et il sortit à son tour. La rapet, une vieille repasseuse, gardait les morts et les mourants de la commune et des environs. Puis, dès qu'elle avait cousu ses clients dans le drap dont ils ne devaient plus sortir, elle revenait prendre son fer dont elle frottait le linge des vivants. Ridée comme une pomme de l'autre année, méchante, jalouse, avare d'une avarice tenant du phénomène, courbée en deux comme si elle eût été cassée au rein par l'éternel mouvement du fer promené sur les toiles, on eût dit qu'elle avait pour l'agonie une sorte d'amour monstrueux et cynique. Elle ne parlait jamais que des gens qu'elle avait vus mourir, de toutes les variétés de trépas auxquelles elle avait assisté, et elle les racontait avec une grande minutie de détails toujours pareils, comme un chasseur raconte ses coups de fusil. Quand Honoré Bontemps entra chez elle, il la trouva préparant de l'eau bleue pour les collerettes des villageoises. Il dit : « Allons, bonsoir, ça va-t-il comme vous voulez, la mère rapet ?» Elle tourna vers lui la tête. « Tout de même. Et des vos parts ? » Oh. Des ma part, ça va à accent grave volonté, mais c'est mamé qui ne va point. Vos mais ? Oui, mamé. Qu'est-qu'à la votre mais ? Olfaka va tourner dès l'œil. La vieille femme retira ses mains de l'eau, dont les gouttes, bleuâtres et transparentes, lui glissaient jusqu'au bout des doigts, pour retomber dans le baquet. Elle demanda, avec une sympathie subite. Ol est si bas que ça ? Le médecin dit qu'Ol ne passera point la air levée. Pour surcoller bas alors ? Honoré hésita. Il lui fallait quelques préambules pour la proposition qu'il préparait. Mais, comme il ne trouvait rien, il se décida tout d'un coup. Combien que vous prendrez pour la garder jusqu'au bout ? Vous savez que je somme point riche. Je peux seulement point me payer une servante. C'est ben ça qu'il a mise là, ma pauvre, mais, trop d'élugement, trop de fatigue. À travailler comme 10, nonobstant ses 92. On n'en fait plus de cette graine-là. La rapet répliqua gravement. Y à 2 prix, 40 sous le jour, et 3 francs la nuit pour les riches. 20 sous le jour et 40 la nuit pour les autres. Vous me donnerez 20 et 40.
Mais le paysan réfléchissait. Il la connaissait bien, sa mère. Il savait comme elle était tenace, vigoureuse, résistante. Ça pouvait durer 8 jours, malgré l'avis du médecin. Il dit résolument. Non. J'aime bien que vous me fassiez un prix, là, un prix pour jusqu'au bout. Je courons la chance de part et d'autre. Le médecin dit qu'elle passera tantôt. Si ça se fait tant mieux pour vous, tant pis pour mes. Massiol tient jusqu'à demain ou plus longtemps tant mieux pour mes, tant pis pour vous. La garde, surprise, regardait l'homme. Elle n'avait jamais traité un trépas à forfait. Elle hésitait, tentée par l'idée d'une chance à courir. Puis elle soupçonna qu'on voulait la jouer. Je peux rien dire tant que j'aurai point vu vos mais, répondit-elle. Véné Y, lavé. Elle essuya ses mains et le suivit aussitôt. En route, ils ne parlèrent point. Elle allait d'un pied pressé, tandis qu'il allongeait ses grandes jambes comme s'il devait, à chaque pas, traverser un ruisseau. Les vaches couchées dans les champs, accablées par la chaleur, levaient lourdement la tête et poussaient un faible meuglement vers ces deux gens qui passaient, pour leur demander de l'herbe fraîche. En approchant de sa maison, Honoré Bontemps murmura. Si c'était fini, tout de même ? Et le désir inconscient qu'il en avait se manifesta dans le son de sa voix. Mais la vieille n'était point morte. Elle demeurait sur le dos, en son drap bas, les mains sur la couverture d'indienne violette, des mains affreusement maigres, nouées, pareilles à des bêtes étranges, à des crabes, et fermées par les rhumatismes, les fatigues, les besognes presque séculaires qu'elles avaient accomplies. La rapet s'approcha du lit et considéra la mourante. Elle lui tâta le pouls, lui palpa la poitrine, l'écouta respirer, la questionna pour l'entendre parler, puis l'ayant encore longtemps contemplée, elle sortit suivie d'Honoré. Son opinion était assise. La vieille n'irait pas à la nuit. Il demanda. Eh ben ? La garde répondit. Eh ben, ça durera 2 jours, peut-être 3. Vous me donnerez 6 francs, tout compris. Il s'écria. 6 francs. 6 francs. Avez-vous perdu le sens ? Mais, je vous dis qu'elle en a pour 5 ou 6 heures, pas plus. Et ils discutèrent longtemps, acharnés tous deux. Comme la garde allait se retirer, comme le temps passait, comme son blé ne se rentrerait pas tout seul, à la fin, il consentit. Eh ben, c'est dit, 6 francs, tout compris, jusqu'à la levée du corps. C'est dit, 6 francs. Et il s'en alla, à longs pas, vers son blé couché sur le sol, sous le lourd soleil qui mûrit les moissons. La garde rentra dans la maison. Elle avait apporté de l'ouvrage, car auprès des mourants et des morts elle travaillait sans relâche, tantôt pour elle, tantôt pour la famille qui l'employait à cette double besogne moyennant un supplément de salaire. Tout à coup, elle demanda. Vous a-t-on administré au moins, là mes Bontemps ? La paysanne fit, non, de la tête, et la rapet, qui était dévote, se leva avec vivacité. Seigneur Dieu, c'est-il possible ? Je vas quérir m'sieur le curé. Et elle se précipita vers le presbytère, si vite, que les gamins, sur la place, la voyant trotter ainsi, crurent un malheur arrivé. Le prêtre s'en vint aussitôt, en surplis, précédé de l'enfant de chœur qui sonnait une clochette pour annoncer le passage de Dieu dans la campagne brûlante et calme. Des hommes, qui travaillaient au loin, ôtaient leurs grands chapeaux et demeuraient immobiles en attendant que le blanc vêtement eût disparu derrière une ferme, les femmes qui ramassaient les gerbes se redressaient pour faire le signe de la croix, des poules noires, effrayées, fuyaient le long des fossés en se balançant sur leurs pattes jusqu'au trou, bien connu d'elles, où elles disparaissaient brusquement, un poulain, attaché dans un pré, prit peur à la vue du surplis et se mit à tourner en rond, au bout de sa corde, en lançant des ruades. L'enfant de chœur, en jupe rouge, allait vite, et le prêtre, la tête inclinée sur une épaule et coiffé de sa barrette carrée, le suivait en murmurant des prières, et la rapet venait derrière, toute penchée, pliée en deux, comme pour se prosterner en marchant, et les mains jointes, comme à l'église. Honoré, de loin, les vit passer. Il demanda. Où-ce qui va, notre curé ? Son valet, plus subtil, répondit. Y porte le bon Dieu à tamer, pardi. Le paysan ne s'étonna pas. Ça se peut ben, tout de même. Et il se remit au travail. La mère Bontemps se confessa, reçut l'absolution, communia, et le prêtre s'en revint, laissant seules les 2 femmes dans la chaumière étouffante. Alors la rapet commença à considérer la mourante,
en se demandant si cela durerait longtemps. Le jour baissait, l'air plus frais entrait par souffle plus vif, faisait voltiger contre le mur une image d'Épinal tenue par 2 épingles, les petits rideaux de la fenêtre, jadis blancs, jaunes maintenant et couverts de taches de mouches, avaient l'air de s'envoler, de se débattre, de vouloir partir, comme l'âme de la vieille. Elle, immobile, les yeux ouverts, semblait attendre avec indifférence la mort si proche qui tardait à venir. Son haleine, courte, sifflait un peu dans sa gorge serrée. Elle s'arrêterait tout à l'heure, et il y aurait sur la terre une femme de moins, que personne ne regretterait. À la nuit tombante, Honoré rentra. S'étant approché du lit, il vit que sa mère vivait encore, et il demanda. « Ça va-t-il » comme il faisait autrefois quand elle était indisposée. Puis il renvoya la râpée en lui recommandant. « Demain, 5 heures, sans faute. » Elle répondit. « Demain, 5 heures. » Elle arriva, en effet, au jour levant. Honoré, avant de se rendre aux terres, mangeait sa soupe, qu'il avait faite lui-même. La garde demanda. « Eh ben, vos méatéoles passés ?» Il répondit, avec un pli malin au coin des yeux. « All va plutôt mieux. » Et il s'en alla. La râpée, saisie d'inquiétude, s'approcha de l'agonisante, qui demeurait dans le même état, oppressée et impassible, l'œil ouvert et les mains crispées sur sa couverture. Et la garde comprit que cela pouvait durer 2 jours, 4 jours, 8 jours ainsi, et une épouvante étreignit son cœur d'avare, tandis qu'une colère furieuse la soulevait contre ce finaud qu'il avait joué et contre cette femme qui ne mourrait pas. Elle se mit au travail néanmoins et attendit, le regard fixé sur la face ridée de la mère Bontemps. Honoré revint pour déjeuner, il semblait content, presque goguenard, puis il repartit. Il rentrait son blé, décidément, dans des conditions excellentes. La râpée s'exaspérait, chaque minute écoulée lui semblait, maintenant, du temps volé, de l'argent volé. Elle avait envie, une envie folle de prendre par le cou cette vieille bourrique, cette vieille têtue, cette vieille obstinée, et d'arrêter, en serrant un peu, ce petit souffle rapide qui lui volait son temps et son argent. Puis elle réfléchit au danger, et, d'autres idées lui passant par la tête, elle se rapprocha du lit. Elle demanda. « Vous avez-il déjà vu le diable » La mère Bontemps murmura. « Non. » Alors la garde se mit à causer, à lui conter des histoires pour terroriser son âme débile de mourante. Quelques minutes avant qu'on expirât, le diable apparaissait, disait-elle, à tous les agonisants. Il avait un balai à la main, une marmite sur la tête, et il poussait de grands cris. Quand on l'avait vu, c'était fini, on n'en avait plus que pour peu d'instants. Et elle énumérait tous ceux à qui le diable était apparu devant elle, cette année-là, Joséphin Loisel, Eulalie Ratier, Sophie Padagno, Séraphine Grosspied. La mère Bontemps, émue enfin, s'agitait, remuait les mains, essayait de tourner la tête pour regarder au fond de la chambre. Soudain la râpée disparut au pied du lit. Dans l'armoire, elle prit un drap et s'enveloppa dedans, elle se coiffa de la marmite, dont les 3 pieds courts et courbés se dressaient ainsi que 3 cornes, elle saisit un balai de sa main droite, et, de la main gauche, un seau de fer blanc, qu'elle jeta brusquement en l'air pour qu'il retombât avec bruit. Il fit, en heurtant le sol, un fracas épouvantable, alors, grimpée sur une chaise, la garde souleva le rideau qui pendait au bout du lit, et elle apparut, gesticulant, poussant des clameurs aiguës au fond du pot de fer qui lui cachait la face, et menaçant de son balai, comme un diable de guignol, la vieille paysanne à bout de vie. Éperdue, le regard fou, la mourante fit un effort surhumain pour se soulever et s'enfuir, elle sortit même de sa couche ses épaules et sa poitrine, puis elle retomba avec un grand soupir. C'était fini. Et la râpée, tranquillement, remit en place tous les objets, le balai au coin de l'armoire, le drap dedans, la marmite sur le foyer, le seau sur la planche et la chaise contre le mur. Puis, avec les gestes professionnels, elle ferma les yeux énormes de la morte, posa sur le lit une assiette, versa dedans l'eau du bénitier, y trempa le buis cloué sur la commode et, s'agenouillant, se mit à réciter avec ferveur les prières des trépassés qu'elle savait par cœur, par métier. Et quand Honoré rentra, le soir venu, il la trouva priant, et il calcula tout de suite qu'elle gagnait encore 20 sous sur lui, car elle n'avait passé que 3 jours et une nuit, ce qui faisait en tout 5 francs, au lieu de 6 qu'il lui devait.